jardin, suspendu dans l'espace, traversé de rivières, hérissé de montagnes et baigné d'océans. Les grottes et les rochers sont des abris secrets dont nous apprécierons la douceur si l'orage nous surprend en montagne. Les criques protégées des regards indiscrets sont des joyaux précieux. Ne les polluons pas. Ne blessons pas les arbres en y gravant nos noms. N'embrasons pas le ciel d'un geste maladroit. Ne heurtons pas l'espace. Respirons chaque pierre. Et sans cueillir les fleurs, respirons leur parfum. Il faut être très poli avec la terre et avec le soleil. Sinon, ils sont capables de se fâcher et on est transformé en melon d'eau ou en pierre à briquet. Et on est bien avancé. Le soleil aime la terre aime le soleil, et elle tourne pour se faire admirer. Et le soleil la trouve belle, et il brille sur elle. Et quand il est fatigué, il va se coucher, et la lune se lève. Quand toi tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour la vie et la force. Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie, j'en suis là. Quand la vie est une forêt, chaque arbre, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. Et c'est là qu'arrive. Tu peux laisser un peu, s'il te plaît, je parle du ciel. À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Asseyez-vous, je vous en prie. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Mais voilà que le soleil qui leur dit: Prenez la peine de vous asseoir. Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Vous pouvez prendre l'autocar pour Paris, partira ce soir. Mais ne prenez pas le deuil. C'est triste et pas joli, les histoires de cercueil. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les fleurs se mettent à chanter à tue-tête. C'est un très joli soir. Un joli soir d'automne, et les deux escargots s'en retournent chez eux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux. Ça va, les escargots? Tu la connaissais, celle-ci? Notre-Dame la Lune, celle-ci on va pouvoir la répéter, ça va faire une comptine. Notre-Dame la Lune aux multiples visages, à vous. Miroir du soleil, tu veilles sur nos nuits. Et dans l'ombre discrète, tu rêves du futur. Discrète, tu rêves du futur, de tes noces d'argent dans l'or du soleil. Il n'y a pas 5 ou 6 merveilles du monde sur la terre, mais une seule. Laquelle?
Non. C'est l'amour, bien sûr, qui est la seule richesse réelle. Goûtons à la beauté, savourons chaque instant et prête à recevoir de nous sans rien attendre. Alors il y a un petit lièvre qui vit dans la forêt, dans une petite forêt, c'est une toute petite forêt, avec un chacal et une belette, c'est ses deux copains et un singe. Ils sont 4 en fait. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Le lièvre, le chacal, la belette et le singe. D'accord. Ils vivent dans une petite forêt comme ça, et le lièvre a entendu cette parole. Goûtons à la beauté, savourons chaque instant, ouais, et prête à recevoir de nous sans rien attendre. C'est une bonne idée, ça. Et là, c'était la veille de la pleine lune. Il va rejoindre ses amis, la belette, le chacal et le singe, et il leur fait une proposition. Alors c'est vous, hein, la belette, le chacal et le singe, c'est vous qui répondez. Il leur dit, demain c'est la pleine lune, si vous êtes d'accord, on ira chercher notre nourriture comme d'habitude, mais on ne la mangera pas, on la gardera pour l'offrir à quelqu'un qui passerait par là et qui aurait faim. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? À l'unanimité, ils ont dit oui. Alors, le lendemain matin, chacun vaqua ses affaires. Le chacal se dirigea vers le village. Il regarde bien aux alentours. Il y a une hutte qui est ouverte là. Personne aux alentours. Il entra dans la hutte. Et alors là, surprise, surprise, sur la table, il y avait une jarre de lait caillé dont les anses étaient reliées par une corde, pratique, et un gigot. Il enfila la corde autour de son cou, prit le gigot dans sa gueule et s'en retourna dans son repère. Il cacha ça bien tranquillement là, et puis il s'installa dans une chaise longue. Oh là là, bonne qualité la chaise, bien moelleuse. Il dit, bon alors là j'ai fait mon job, j'ai ma nourriture pour quelqu'un qui en aurait besoin, et puis si personne n'a la bonne idée de passer par ici aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour demain. Et content tranquille, ils sont dormis, cool. Et Dame Belette, qu'a-t-elle trouvé dans ses vagabondages? La belette des berges s'était dirigée vers la rivière. Le pêcheur pêchait tranquillement, il entendait que le bruit de l'eau. La belette repère qu'il a déjà pêché des poissons et qu'il les a mis bien comme il faut sous le sable pour qu'ils restent tranquilles et pour les récupérer après. Elle ne fait pas de bruit, elle s'approche du poisson. Il y en avait un beau tout doré, elle dit celui-là il me plaît bien. Elle s'approche des poissons et elle dit, mais c'est à vous de dire, alors, à qui sont ces poissons dorés? Mais pas trop fort évidemment parce qu'elle va avoir bonne conscience, elle a demandé la permission, mais elle ne tient pas tellement à ce que le pêcheur entende. Donc elle demande encore à qui sont ces poissons dorés. 3 fois elle fait ça. Le pêcheur qui n'entend que le bruit de l'eau, tranquille, elle prend le poisson, elle le ramène dans son repère, et alors elle aussi elle a bonne conscience, hein, tranquille, elle le range bien dans le creux là, de l'arbre, elle dit bon ben j'ai fait le job aussi, j'ai quelque chose à donner à quelqu'un qui passerait par ici, puis si personne ne vient, ça sera bon pour demain. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bien le singe. Vous vous rappelez qu'il y avait un singe? Tu te rappelles? Alors le singe, lui, il est allé cueillir des fruits, il n'a pas cueilli l'arbre. Il est allé cueillir des fruits, il les a rapportés dans son repère, il s'est mis à se reposer lui aussi, tout content en ayant fait le job.
il a de quoi donner à manger à quelqu'un qui viendrait, et il a de quoi manger pour demain si personne ne vient. C'est parfait. Mais le lièvre, alors le lièvre, lui, il est pris dans un état de réflexion terrible, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner à quelqu'un qui passerait par là? Les gens ne mangent ni herbe, ni je sais pas quoi, ni graines, ni rennes, enfin bon, parce que manger lapin, quoi, en quelque sorte. Enfin, le lapin, non, un lièvre, attendez, excusez-moi. Et puis, il est vraiment bien embêté, et tout d'un coup, il a une idée de génie, de génie, de génie. Il dit, si quelqu'un s'en vient par ici, vous m'entendez toujours, ça marche le bazar, là. Je sais exactement ce que je vais lui donner. Et du coup, il se met à gambader, à sauter de tous les côtés, tout content. Donc tout le monde est content. Mais dans le coin, il y a une fée qui habite là. Alors attendez, je vais faire la fée. C'est sommaire, hein, quand même. Hein. Ça fait fée un peu. Alors, il y a une fée, elle s'appelle Saka. Elle connaît tout ce qui se passe dans la forêt. Quand une fourmi a volé quelque chose à une autre fourmi, elle le sait. Elle connaît les pensées du moindre petit animal. Tiens, voilà un petit animal qui arrive. Et elle se déguise en mendiante. Alors là, je n'ai pas le déguisement de la mendiante, je vais enlever le truc de la fée. Elle se déguise en mendiante et elle s'en va aller les voir pour voir ce qui va se passer. Alors elle va d'abord voir le chacal, elle lui raconte une histoire, qu'elle a marché toute la journée, qu'elle est KO, qu'elle a une faim de loup, et que s'il avait quelque chose à manger, ce serait bienvenu. Il lui dit, j'ai exactement ce qu'il faut, regarde, un gigot, tout cuit là, tout tendre, tout, il est beau, hein. Puis j'ai du lait. Alors la mendiante, la fausse mendiante lui dit, t'es gentil, mais je suis végétarienne. Pas de bol. Et puis du lait, ça m'est pas autorisé, je suis allergique. Alors le chacal lui dit, ben, je suis désolé, hein, c'est tout ce que j'ai. Elle s'en va un peu plus loin et elle va chez la belette. Oh, la belette est toute contente de lui offrir un poisson tout doré qu'elle n'a pas fait cuire encore d'ailleurs, parce que c'est pour demain, mais qui est prêt à cuire en fait. Elle lui offre, la mendiante lui dit, c'est gentil, mais je ne mange pas de poisson non plus. Bon, pas trop faim. Va voir le singe, même discours, avec des variantes, hein, je suis fatiguée, j'en peux plus, je me suis perdue. Enfin, elle invente des choses à chaque fois, vous pouvez avoir de l'imagination aussi. Et où est-ce que j'en suis là? Ah, le singe, merci. Le singe, il a des fruits à lui donner. Mais figurez-vous qu'elle n'a même pas envie de fruits aujourd'hui, ça ne convient pas non plus. Bon, moi je crois qu'elle n'avait pas vraiment faim. Et puis elle arrive vers le lièvre. Alors le lièvre est tout content de l'accueillir et dit, mais je n'attendais que toi, je suis tellement contente de te voir. Ah ben oui, moi j'ai tout à fait ce qu'il te faut, tu vas voir. Tu vas aller ramasser du bois et tu vas faire un grand feu et tu vas avoir une surprise. Alors la mendiante, elle a l'air de marcher comme avec des cannes, enfin pas très, mais toutes comme ça, vous voyez. Donc elle ramasse du bois, elle prépare. Elle n'a pas d'allumette maintenant. Le lièvre, est-ce qu'il a une allumette quelque part? Non, mais il a un vieux briquet qui lui vient d'un vieux grand-père et qui marche encore. Allume le feu. Et alors là, d'un coup d'un seul, le lièvre se jette dans le feu. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas la brûlure des flammes. Les étincelles sont comme des étoiles, mais qui brillent, mais rien ne me brûle. Alors la fée reprit sa forme originelle, à l'entendre la fée. Qu'est-ce que je fais?
la fée reprit sa forme. Il lui dit « Ne t'inquiète pas, ce feu n'est pas réel. C'était juste une épreuve pour voir ce que tu allais faire. Et pour te remercier, elle dessina pour le remercier le lièvre pour que personne n'oublie son geste de générosité extrême quand même. On ne peut pas faire mieux que d'offrir son corps pour les autres. Et dans la lune, elle dessine un lièvre. D'ailleurs, les jours de pleine lune, vous l'avez peut-être vu, le lièvre dans la lune. Vous l'avez vu? Vous êtes aussi menteuse que moi. Hein. Bon, alors, le lièvre dans la lune. Et puis le soir, ben, comme tous les soirs, ça y est, plus besoin de la fée. Le soir, comme tous les soirs, nos amis se réunirent. Je ne sais pas s'il y avait de feu, non, je crois qu'il faisait bon, il n'y avait pas de feu. Ils se réunirent comme ça, et chacun blablabla. Attends, je le fais avec le micro, ça fait peut-être mieux. Blablabla. Chacun, ça fait quoi avec le micro? C'est mieux avec le micro, c'est mieux que sans le micro. Chacun raconte son histoire, chacun dit, ben voilà ce qui m'est arrivé, nanana, là, il y a une mendiante qui est venue, je lui ai raconté, la belette raconte une histoire un peu différente, bien sûr, le singe, pareil, et le lièvre dit, alors moi je vais vous raconter quelque chose, approchez-vous, asseyez-vous par terre, ou mettez-vous sur un pied comme les flamants roses, c'est comme vous voulez. Si vous êtes très loin, vous pouvez vous rapprocher un peu les chaises aussi, enfin débrouillez-vous. Hein. Alors on en était où? Ah oui, alors tout le monde il a raconté son histoire et le lièvre commence lui à raconter. Il dit, ben moi je vais raconter des choses. Il est arrivé quelque chose de tellement extraordinaire. Et il raconte, et les autres, ils n'en croient pas leurs oreilles, presque, tellement c'est merveilleux. Mais en même temps, ils n'y croient pas vraiment. Jusqu'au moment où le lièvre leur monte, il dit « Regarde, elle a dessiné mon portrait sur la lune. » Alors là, il le félicite, vous pouvez applaudir le lièvre. « Oh ben super, merci beaucoup, tu nous as honorés, on est heureux d'avoir un ami comme toi, c'est vraiment formidable et tout. » Voilà, et l'histoire se termine comme ça. Mais on en garde quelque chose, c'est que si vous voulez jeûner une fois par mois, le jour de la pleine lune est le meilleur jour qui soit pour le faire. Vous perdez plus de poids et c'est plus efficace. Enfin, pour ceux qui veulent perdre du poids. Hein. Ceux qui sont trop maigres, je n'ai pas ce jour-là. Alors, on va voir la suite. Une suite comme ça que je pourrais faire là. Alors, le lièvre, ça, je vous ai raconté le lièvre. Dame Belette, je vous ai raconté l'histoire. À la pleine lune, elle est toute ronde. Au dernier quartier, elle rentre dans l'ombre. Tout ça, c'est vrai au niveau astronomique, hein, aussi. Monsieur le Soleil, dans la nuit profonde, attend ce retour. Le 30e jour à la nouvelle lune, derrière les nuages, ils feront l'amour. C'est romantique, hein. Vous entendez toujours? Non, ça va? Alors là, il y a un petit poème que je vous lis, mais je ne vous demande pas de le répéter. Nous construirons ensemble un monde de couleurs, un monde sans frontières, un monde de couleurs, un monde sans frontières, c'est la version d'avant ça, où les enfants choisissant le partage ne seront plus en guerre. Remarque, c'est d'actualité. Bâtisseurs du futur, vivons dans la confiance. Et nous donnons la main, suivons la voie du cœur qui lentement nous guide vers un monde meilleur. Pour vivre dans la paix, l'amour et l'harmonie, peuplons nos jours, nos nuits de danse et de chants, voyez ce qu'il nous reste à faire, de sourires et d'amis pour enchanter nos vies. Et quand viendra le jour de quitter pour ailleurs le jardin de la terre, nous partirons sans pleurs, laissant à nos enfants les graines du bonheur. Alors là, qu'est-ce que ça vous tente? Une histoire de singe, là, j'ai au choix une histoire de singe où j'ai quelque chose d'autre. Il n'y a plus les enfants. Est-ce que vous avez entendu parler de Milarepa? Milarepa,
Milarepa, vous le voyez souvent sur les tankas, Milarepa, c'est un singe qui est vénéré, qui est comme un saint, et qui sur les peintures est tout vert, parce qu'il mange des orties. Alors, son histoire est celle-ci, il était d'une bonne famille, des fermiers. Il était d'une bonne famille, des fermiers, et ils avaient une vie relativement aisée jusqu'au jour où le père meurt. Et comme le père meurt, la ferme est reprise par l'oncle et la tante. Et il commence à très maltraiter le Milarepa et sa mère qu'est-ce qu'il avait, un frère ou une sœur, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ils sont très très maltraités, ils sont battus, ils mangent dans les gamelles du chien, enfin c'est horrible. Et la mère dit à son fils, qui est encore un petit garçon, quand tu seras grand, tu nous vengeras, tu nous vengeras. Donc quand il est devenu grand, il s'est comment dirais-je, il a appris la magie. Donc il a appris la magie et il a fait pleuvoir des sauterelles, il a fait des inondations, il a fait mourir des villages entiers. Enfin, il a fait vraiment beaucoup de choses pour venger sa famille qui avait été si maltraitée. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que l'oncle et la tante qui ont pris. Il y a des dégâts collatéraux, on dit, je crois, dans notre langage. Je ne disais pas ça encore. Et un jour, il s'en rend compte quand même que c'est pas très cool ce qu'il fait. Donc, il va chercher un maître qui va lui apprendre autre chose, à méditer, tout ça. Bon, pour arriver jusque-là, le maître qu'il rencontre lui fait construire une tour. Quand la tour est construite, il dit « Mais je t'ai pas demandé une tour carrée, qu'est-ce que c'est que ce bazar que tu m'as fait là? Démolis-moi ça. » Après, il fait faire une tour ronde. Il dit « Je t'ai jamais demandé une tour ronde, qu'est-ce que tu as encore inventé? Démolis-moi tout ça. » Enfin bon, je veux dire, il le met à l'épreuve pour, par le travail, lui faire expier, si je puis dire, toutes les horreurs qu'il a commises, parce qu'il en a commis quand même pas mal. Il y a bien la femme de Marpa, qui est son maître qui est Marpa, il y a bien la femme de Marpa qui essaie de minimiser un peu, de lui donner un peu de mercurochrome pour mettre sur ses plaies, enfin elle essaie d'adoucir un peu son calvaire quand même, parce que c'est un peu dur. Enfin, un jour, il finit par lui donner les instructions qu'il demandait, mais il va se retirer dans une grotte, et c'est à cet endroit-là que je vous lis. Milarepa, alors à un moment donné, quand je vais dire, à chaque fois que je vais dire, Milarepa chanta, vous allez chanter, mais des hauts, vous voyez que ça fasse un chant comme ça très très beau, d'accord? Alors, Milarepa s'était retiré dans un site farouche, un lieu désert, dans les montagnes, entre le Népal et le Tibet. Brumes et nuages hantaient le paysage, la neige et la pluie tombaient à toute heure. À droite, sur les escarpements, les bêtes carnivores gémissaient et rugissaient. Et l'aigle royal planait. À gauche, dans les doux et luxurieux pâturages, les daims, les cerfs, les antilopes et les moutons sauvages jouaient et gambadaient sans crainte. Devant, dans l'épaisse forêt où s'épanouissaient les fleurs, des singes se livraient à leurs acrobaties. Des pans, des fauvettes et de ravissants oiseaux lançaient des trilles et des roucoulades et battaient des ailes comme s'ils dansaient. Face à la grotte, l'eau fraîche des glaciers cascadait et produisait un son délicieux. Des êtres non humains, sincères et vertueux, se chargeaient du service de Milarepa, qui restait en parfaite contemplation, méditation.
Un jour, du côté des cimes, un chien aboya. Puis il se fit un grand fracas. Quittant sa grotte, Milarepa descendit pour s'asseoir sur un gros rocher. Survint alors un cerf noir à bout de souffle, terrorisé, de la sueur perlant à la racine de chacun de ses poils. Pour le cerf, Milarepa chanta. Apaisé par cette divine mélodie qui avait presque effacé sa souffrance et sa panique, le cerf pleura et s'allongea à la gauche du lama. Surgit alors une chienne fauve, à la queue en panache, les griffes brisées par les rochers, la langue pendante. Elle aboyait furieusement après le cerf qu'elle traquait. Ça veut dire elle courait après, bien plus enfin. Pour la chienne, Milarepa chanta. Plus fort, on n'entend rien. La chienne, en pleurant, s'étendit à la droite de l'ermite. Il s'écoula un certain temps avant que ne surgisse un individu arrogant, hors d'haleine, suant fort, sang et eau, et brandissant un arc et des flèches. Voyant les deux animaux couchés au pied du lama, il banda son arc dans la direction de Milarepa, tira une flèche qui pour la première fois se perdit. C'est-à-dire d'habitude, les flèches, quand il tire une flèche, elle va à sa cible. C'est un bon chasseur. Mais Milarepa a dû faire ça avec la main et la flèche tombée. Pour le chasseur, Milarepa chanta. Et avec tout l'amour dont son cœur débordait, ah oui, il chanta, c'était la fin de la phrase, avec tout l'amour dont son corps débordait, une mélodie surnaturelle. Elle a été surnaturelle, notre mélodie, je ne sais pas si on est arrivé au surnaturel. Pas encore. L'homme écouta immobile ce chant, puis sceptique, se demandant s'il avait affaire à un magicien ordinaire ou à un lama exceptionnel. Il entra dans la grotte pour vérifier si les actes et le comportement du chasseur s'accordaient avec ses paroles. Dans la grotte, il ne vit que des racines et des feuilles. Vous savez, il mangeait des orties, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il était ouvert. Pas le moindre ustensile, aucune provision. Bouleversé par ce dénuement, versant de grosses larmes. Pardon, ça amplifie en plus. Le chasseur salua le lama, se prosterna à ses pieds et lui offrit son lasso bagué. Tu peux lever le son quand je tousse. Dans la grotte, non, il ne vit que des racines et des orties. Bouleversé par ce dénuement, versant de grosses larmes, les gens pleurent très facilement dans les côtes, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le chasseur salua le lama, se prosterna à ses pieds, vous pouvez vous coucher, il n'y a pas de problème. Il lui offrit son lasso bagué de métal, sa veste d'antilope, c'est joli ça.
Son arc paré d'écorce de bouleau, ses flèches emplumées de vermillon. Sa chienne, carrément une offre aussi éclair rouge, et la vie du cerf. Après avoir prié le lama de guider la chienne vers un site paradisiaque et d'amener le sage noir sur la voie de la félicité, il le supplia de lui accorder l'enseignement et de l'entraîner sur le chemin de la libération en chantant. Alors lui il chante pour dire ça, mais moi je ne vais pas chanter. Guider le cerf noir sur la voie du bonheur, guider l'éclair rouge sur la voie de l'éveil, et guidez-moi vers la libération. Ah, mais il y avait une introduction à ça. J'ai commencé à la page 2, je n'ai pas commencé à la page 1. Milarepa chanta. Et il dit « Je suis un homme étrange, un ermite vêtu de coton qui médite en été dans les montagnes enneigées, le souffle vivifié, purifié par les brouillards du corps. En automne, je mendie des aumônes, rien de tel que l'orge, prendre la santé. » Notez-le, on ne sait jamais. En hiver, je médite dans une forêt profonde qui m'épargne les attaques cinglantes de la brise. Au printemps, je demeure par prairies et collines et me libère ainsi du flegme de la Bible. Été ou hiver, qu'importe la saison, pourvu que je médite. Chasseur écoute et médite. Le bruit du tonnerre est terrible, mais sans obstacle. Les couleurs de l'arc-en-ciel ravissantes mais éphémères. Le monde n'est qu'un rêve. Les choses désirées procurent joie et misère. Ce qui semble éternel, vite se décompose. Les possessions d'hier ne sont plus aujourd'hui. L'ami attentif en ennemi se change. Les mets délectables sont devenus poison. Seule la bienveillance peut guérir les discordes, faudrait leur dire l'un aux autres. Et les méfaits ne blessent que leurs auteurs. Après avoir médité les instructions reçues, le chasseur devint l'un des fils spirituels de Milarepa. La chienne et le cerf furent délivrés de la souffrance des mondes inférieurs. Ça veut dire qu'ils se retrouvèrent au paradis des animaux. On dit que l'arc et les flèches offertes par le chasseur sont jusqu'à présent restés dans cette grotte. Peut-être vous les trouverez en vous promenant un jour entre le Népal et le Tibet. Je veux vous proposer, si vous voulez, puisqu'il y en a qui étaient venus pour faire du yoga, entre parenthèses, de faire avec moi, je vais dire un texte, et on va l'accompagner avec des mouvements énergétiques. Ça vous convient, puisque vous avez envie de faire ça aussi. Donc on va se mettre debout. Le texte, je ne sais pas où il est. Donc vous vous mettez debout et vous commencez par faire comme au Qigong, vous savez, mettez-vous de manière à ne pas vous abîmer les uns les autres. Bon, on va faire de mémoire, hein. Quand il y aura des trous de mémoire, c'est pas grave. Donc on va commencer en tournant là, avec mes trucs, mes oreilles toutes, je vais me mettre là. Donc on a les pieds parallèles quand même, et on va tourner comme ça, et sachant que c'est juste, tant qu'à faire on le fait comme il faut, oh, mais c'est qu'il y a du monde derrière, super. Vous pouviez venir devant, hein, j'aurais été contente de vous voir. Alors quand vous tournez comme ça, excusez-moi, c'est votre regard qui tire. C'est-à-dire, c'est que vous regardez très loin derrière que vous partez derrière. Et ça fait ça. C'est votre regard qui guide le mouvement. Dans la forêt des villes, elle vivait insouciante, se nourrissait de vents, de paroles et de chants, de rencontres éclairs et d'échanges profonds.
Verticale dressée, venez là, venez là, venez là. Verticale dressée, il était tard aussi, et épuisé dans la terre lors des matins gracieux. Son étoile pleurait une pluie de lumière blanche, fine et nacrée, et le chakra du cœur émeraude de paix entre ses seins vibrait. Elle sut en les voyant qu'il ne pourrait rester insensible à l'appel, et qu'il plongerait dans la source sacrée dont il remonterait ruisselant de lumière. L'actif en force au rouge, et l'orange à son ventre frémissait de désir, son plexus solaire respirait en rayons, leur voix tambour de chair mettait son cœur ouvert, sa gorge palpitait d'un bleu couleur de ciel, et la mer à son front marine refluait. Ils se croyaient uniques, mais ils étaient multiples. D'autres les rejoignirent. Leurs mains en s'unissant formèrent une chaîne. Faites-le. Vos mains en s'unissant formèrent une chaîne qu'une onde parcourait, éclairant sur leur visage. Quand leur chant s'éleva, le silence en corbeille l'accueillit comme un don. Leurs pieds rythmaient le sol. Et leurs bras en montagne captaient des vibrations qu'aveugles émerveillés ils suivaient en chantant. L'autre est un univers et qu'il change de forme, de corps ou de visage. Il est ce frère, ma sœur, dont tu retiens la main. Dans la forêt d'amour et la confiance en soi, arbres parmi les arbres, ils vivent en conscience. Partageant l'essentiel, ils inhalent la joie du centre de la terre. L'étincelle divine à travers leur étoile allume l'arc-en-ciel des 7 roues de la vie que tourne l'énergie. Pendant qu'on est là, on va rester là. On va juste imaginer le vent léger quand même, qui ne nous déracine pas. Comme ça, on étire un petit peu le corps en même temps. Quand vous êtes comme ça, pensez à mettre vos pieds parallèles, c'est hyper important. Parce que quand vos pieds sont parallèles, vous ne pouvez pas vous faire de mal. Reprenez votre mouvement de tout à l'heure. Et ça, quand ça ne va pas, j'oublie de le faire, mais quand ça ne va pas, vous faites ça et ça vous remet toutes les énergies en place. Vous pouvez le faire longtemps et c'est l'œil qui tire. Le corps suit le mouvement de l'œil. Et comme c'est l'œil qui tire, ça nettoie notre foie. Le foie là. Ok. Là, le texte, je vais peut-être vous le relire si je le trouve en entier. Vous voulez vous rasseoir un petit peu? Vous voulez rester debout un peu? Vous êtes bien debout? Ça change. Alors attends, je vais voir où j'en suis un peu. Mais c'est pas mal de le faire avec le geste là. Eh bien, non, je vais peut-être vous raconter l'histoire d'un autre singe, non pas celui-là. L'éléphant, je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant. J'aime beaucoup. C'est un éléphant qui médite. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous en avez vu, il y en a un dehors. Il est en pleine méditation, il ne bouge plus. Bon, je m'assois. Vous faites comme vous voulez, je me prends les pieds dans mes attributs de fée. Maintenant qu'on a bougé, tout en va, toi. T'étais venu pour l'instant. Alors, attends. On en est où? Il n'arrête pas. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Dès qu'on bouge, après, les gens, on les perd. C'est ça le problème. Tant qu'ils sont assis, ils restent là. Alors, je vous ai dit que le jour de la pleine lune, c'était un jour pour jeûner. Et le jour de la nouvelle lune, quelle heure?
Alors comme après ils auront besoin de la salle, on a passé du temps ensemble finalement. Alors les singes dont je vais vous parler, ils avaient dû bien se reposer le jour de la nouvelle lune, parce qu'ils avaient une pêche d'enfer, ils gambadaient, couraient, ils avaient joué toute la journée, pleine forme. Et puis, ils avaient soif, et après avoir couru, sauté, dansé dans les branches, il y a un lac, ils voient un lac, puis il y en a qui se précipitent déjà pour aller boire, parce qu'ils sont morts de soif. Puis il y en a un qui leur dit stop, stop, stop. Rappelez-vous ce que nous a dit notre chef, notre roi. Il nous a dit jamais, jamais, jamais goûter une eau ou une nourriture quelconque que vous ne connaissez pas, sans d'abord m'en avoir averti pour que je vous dise si vous pouvez la manger ou pas, si c'est dangereux ou pas. Alors, au général, il se rappelle maintenant, il s'attend qu'il vienne, mais le chef lui court pas, donc il vient. Il leur dit, qu'est-ce que vous attendez? Ils disent, on attend pour savoir si on peut boire cette eau. Ouh là là, attendez que je regarde. Et le roi, il regarde et s'aperçoit qu'il y a des traces de pas qui vont dans le lac, mais il n'y en a pas qui ressortent. Alors il leur dit, vous avez bien fait de ne pas y aller, parce qu'il doit y avoir un ogre là-dedans, et puis il bouffe tout le monde, et c'est bien. Et à ce moment-là, l'ogre sort et dit, c'est de moi qu'on cause. Ben oui. Il dit, mais je vais tous vous bouffer. Et le roi dit, on va boire et tu nous mangeras pas. Ah ben je voudrais bien voir ça. Alors le roi leur dit, vous allez aller chercher un bambou, le creuser. Donc les singes vont chacun chercher un bambou, ils le creusent, puis ils s'assoient au bord du lac, le derrière bien au sec. Ils ont chacun un bambou tout autour du lac. Et puis alors avec le bambou, sans se mettre les pieds dans l'eau, ils se mettent à... Ça fait du bruit, hein. Et finalement, ils ont asséché le lac carrément, tellement ils ont bu. Bon, ils sont sauvés. Alors après, l'histoire s'enchaîne. Le lac est asséché, alors les animaux s'en vont tous dans la nature. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Les animaux s'en vont dans la nature et sur place, il reste qu'une tortue. Parce qu'évidemment, elle n'a pas pu partir, elle n'a pas d'aile. Elle est toute seule à rester là. Mais il y a les oies qui viennent tous les vacances de printemps, passer leurs vacances de printemps au bord du lac, qui viennent. Et alors là, ça va être une autre histoire. Et s'il est 45, normalement, c'est à peu près l'heure à laquelle on doit bouger. C'est ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'être resté jusqu'au bout, d'avoir joué le jeu, d'être devenus des arbres pleins d'énergie, d'avoir allumé tous vos chakras, d'avoir pris la main de tous les amis qui sont là. Et je vous souhaite plein de belles choses. S'il y a un petit moment dans la journée, parce qu'il y a une autre activité maintenant, donc on ne va pas les perturber. S'il y a un autre petit moment dans la journée, peut-être je vous raconterai l'histoire quand les oies sont arrivées et comment elles ont aidé la tortue à sortir de cette impasse, parce qu'elle était obligée de rester là alors que tous les autres étaient partis. Donc je vous remercie vous d'avoir été là, dispersez-vous dans la nature, et s'il y a possibilité de faire quelque chose, on vous fera signe. Hein. Mais là on va laisser la pagode pour ceux qui l'ont retenu pour le moment d'après. Merci beaucoup.